Dans un restaurant élégant et bondé, les murmures désespérés en allemand d'un petit garçon passaient inaperçus de tous, sauf d'une jeune fille venue d'un quartier modeste. Ce qu'elle traduisit allait déchirer une famille et relier deux inconnus à jamais. Mais personne n'imaginait ce qui allait suivre. Le restaurant Bellamy bourdonnait du bavardage de l'élite de Boston, les verres en cristal tintaient sur le fond d'une douce musique de piano. Oliver Maxwell, 6 ans, était assis rigidement dans son costume. Sur mesure, ses petites mains tremblantes, tandis qu'il fixait l'homme dans la cabine du coin, celui aux cheveux plaqués en arrière, et à la montre assortie au dernier cadeau de sa mère. « Bitter Hilfir Aristine Schleckmann », murmura Oliver, la voix brisée par les larmes qui emplissaient ses yeux bleus. « S'il vous plaît, aidez-moi. C'est un homme mauvais. » Les serveurs souriaient poliment, lui tapotant la tête avant de passer. Sa belle-mère Victoria, à peine 28 ans et étincelante de diamants, faisait défiler son téléphone avec des ongles impeccablement manucurés, l'ignorant complètement. « Arrête ces bêtises, Oliver !» s'écria Victoria sans lever les yeux. « Où as-tu appris ces absurdités? Ton père sera ici d'une minute à l'autre. » Et n'était-ce pas là le parfait résumé de la vie misérable d'Oliver? Son père allait arriver fatigué d'un autre voyage d'affaires, totalement inconscient de ce qui se passait sous ses yeux. On pourrait penser qu'un homme qui a construit un empire financier verrait ce qui se trame dans sa propre maison, n'est-ce pas? À la table voisine, Lily Collins, 8 ans, était assise dans une robe d'occasion, ses cheveux bruns bouclés, tombant sur ses joues parsemées de taches de rousseur. Elle n'était là que parce que sa mère Elena avait accepté un service supplémentaire pour payer le loyer. D'habitude cachée dans la cuisine, avec un livre ce soir-là, Lily observait le garçon en pleurs avec curiosité. « Je comprends », dit doucement Lily, en glissant de sa chaise. Oliver leva brusquement la tête, les yeux écarquillés en voyant Lily s'approcher. « Tu parles allemand ?» demanda-t-il en anglais, essuyant ses larmes avec sa manche. « Ma grand-mère m'a appris avant de mourir », expliqua Lily. « Que se passe-t-il » Avant qu'Oliver ne puisse répondre, les portes du restaurant s'ouvrirent brusquement. Richard Maxwell, 45 ans, imposant dans son costume sur mesure, entra avec la confiance d'un homme qui possédait la moitié de la ville, et pratiquement c'était le cas. « Dis-lui », murmura Oliver avec urgence. « Dis à mon père que cet homme là-bas vient chez nous quand il est absent. Dis-lui que Victoria jette mes jouets et me verrouille dans ma chambre quand je les surprends ensemble. » Lily hésita, les yeux passant du puissant homme qui approchait au garçon désespéré. « Et vous êtes qui, mademoiselle ?» demanda Richard, remarquant Lily aux côtés de son fils. Le moment sembla s'étirer comme du caramel, le restaurant suspendant son souffle. C'est alors que tout changea. « Votre fils dit que l'homme en costume noir rend visite à votre femme quand vous êtes absent, » s'écria Lily en désignant directement la cabine du coin, et qu'elle le enferme dans sa chambre quand il les voit. « Avez-vous déjà vu une bombe exploser au ralenti, du genre où l'on voit l'onde de choc se propager dans l'air avant que le bruit n'atteigne vos oreilles? C'est exactement ce qui se passa dans ce restaurant. » Le téléphone de Victoria tomba sur la table. L'homme en noir resta figé en pleine gorgée. Le visage de Richard Maxwell pâlit soudain. « Qu'as-tu dit ?» La voix de Richard était dangereusement basse. Et Oliver, pour la première fois depuis des mois, sourit. Quelqu'un croirait-il la parole de 2 enfants contre des adultes? Où cette révélation serait-elle enterrée comme tant de jouets d'Oliver? Quelque chose disait à Lily que ce n'était que le début. Alors que le chaos éclatait, Oliver attrapa la main de Lily et murmura « Il faut courir maintenant ». Personne ne remarqua que les 2 enfants s'éclipsaient par l'entrée de service, disparaissant dans la nuit de Boston. Elena Collins s'essuya le front en portant 3 assiettes de steak hors de prix. 20 minutes après le début de son service, elle ressentait déjà la douleur familière dans le bas du dos.
Quand elle se retourna pour servir l'entrée, son cœur s'arrêta. Lily avait disparu son cahier de coloriage abandonné sur la chaise. « Lily, né !» appela-t-elle, les yeux scrutant le restaurant bondé. L'agitation à la table 12 n'avait presque aucun impact. Les riches faisaient toujours des histoires à propos de viande pas assez cuite ou de millésimes de vin. De l'autre côté de la ville, Lily et Oliver se blottissaient sur la banquette arrière d'un taxi, les lumières de la ville filant comme des étoiles filantes. « Où allons-nous » demanda Lily en serrant son sac à dos usé. « Chez mon grand-père » répondit Oliver, la voix maintenant plus assurée. « Il nous croira. Il n'a jamais aimé Victoria de toute façon. » Le chauffeur de taxi jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les sourcils haussés. « Vous êtes sûr que vos parents savent où vous allez? »« Mon père nous a donné la permission, » mentit Oliver avec assurance, sortant un billet de 100 € de sa poche. « Il a dit de te donner ça. » N'est-ce pas fascinant, toutes les portes qui s'ouvrent quand on a de l'argent, même à 6 ans? Pendant ce temps, le restaurant Bellamy s'était transformé d'un lieu de gastronomie élégant en ring de boxe. Richard Maxwell avait coincé l'homme en noir contre le mur, son poing frappant la mâchoire du plus jeune. « Richard, arrête !» Victoria hurla, le mascara coulant sur son visage. « Ce n'est pas ce que vous pensez, pas ce que je pense, » rugit Richard. « Mon fils Victoria, mon fils ta surprise. » Elle et la nena se frayaient un chemin à travers la foule, la panique montant. « Quelqu'un a vu ma fille, cheveux bruns, robe rose. » Mais personne n'écoutait. Le spectacle de l'effondrement du couple le plus riche de Boston captivait beaucoup plus que la disparition d'un enfant. Auriez-vous remarqué, chers spectateurs, ou auriez-vous aussi été fascinés par le drame? Dehors, la pluie commençait à tomber, effaçant les empreintes, tandis qu'Oliver dirigeait le taxi vers la périphérie de la ville. Le domaine des Maxwell se dressait imposant contre le ciel sombre, ses fenêtres illuminées chaleureusement, malgré la tempête grandissante. « Mon grand-père nous aidera », assura Oliver à Lily. Il avait été juge avant de prendre sa retraite. « Mais ma mère va être folle d'inquiétude », murmura Lily, la voix faible sous le clapotis de la pluie. « Elle ne sait pas où je suis. » Oliver lui serra la main. « Nous l'appellerons, mais d'abord, nous avons besoin de quelqu'un pour nous protéger toutes les deux. » Le taxi passa par des grilles en fer rouillé, le gravier crissant sous les pneus, jusqu'à une demeure coloniale qui faisait paraître l'immeuble entier de Lily comme une maison de poupée. « Ton grand-père nous croira-t-il » demanda Lily. « Il doit », répondit Oliver, son visage soudain plus âgé que ses années. « Parce que j'ai une preuve. » De sa poche, il sortit un petit appareil argenté, un enregistreur vocal, déguisé en voiture jouet. « Victoria pensait que je l'avais jeté, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais je l'ai remplacé par un cassé. J'ai tout enregistré pendant des semaines. Ne souhaiteriez-vous pas que les adultes accordent plus de crédit à l'intelligence des enfants? » Lorsqu'ils approchèrent de la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit pour révéler Harold Maxwell, 78 ans, appuyé sur une canne en acajou. Son visage marqué de rides de sagesse et de perte s'adoucit en voyant son petit-fils. « Oliver, mais que diable! »« Grand-père, j'ai besoin de ton aide, » interrompit Oliver en avançant Lily. « Voici mon amie Lily. C'est la seule qui m'ait compris. » Les yeux d'Harold perçants malgré l'âge observèrent le duo improbable, son petit-fils en vêtements de créateur et la fillette dans sa robe usée. « Eh bien alors, » dit-il en se décalant, « entrez et racontez-moi tout. » Aucun des enfants ne remarqua la berline noire franchissant les grilles derrière eux, ni la femme affolée en uniforme de serveuse, courant sous la pluie à plusieurs pâtés de maison, criant le nom de sa fille. Les pièces du puzzle étaient en place, et le jeu venait juste de commencer. Elena Collins n'avait jamais mis les pieds dans un commissariat auparavant. En tant que mère célibataire travaillant à 3 emplois, elle évitait les autorités autant que possible.
Trop d'amis avaient été expulsés pour de simples infractions. Mais maintenant, avec Lily disparue, elle n'avait pas le choix. Ma fille a disparu du restaurant Bellamy il y a 1 heure, expliqua-t-elle les mains tremblantes en montrant à l'officier une photo scolaire de Lily. Elle n'a que 8 ans. L'officier Jenkins tapa lentement sur son clavier, à peine levant les yeux. Des conflits de garde avec le père. Il n'est pas dans le tableau, répondit fermement Elena. H, rétorqua Jenkins, le scepticisme évident dans sa voix. Il y a eu un incident signalé dans ce restaurant ce soir. Un riche a surpris sa femme en train de le tromper. Peut-être que votre fille a eu peur et s'est éloignée. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse certaines personnes écartent les préoccupations de ceux qu'elles jugent inférieurs? Elle ne se serait pas éloignée, insista Elena. Quelqu'un a dû l'emmener, de l'autre côté de la ville, dans le bureau d'Harold Maxwell. Oliver écouta les enregistrements. La voix de Victoria remplissait la pièce froide et calculatrice, alors qu'elle parlait à son amant des biens de Richard, de la gêne que représentait Oliver et de plans pour un futur sans aucun des deux. Le visage d'Harold se durcit à chaque minute qui passait. Lily, les yeux grands ouverts, était assise sur une chaise ancienne qui valait probablement plus que le loyer mensuel de sa mère. « C'est assez accablant », dit enfin Harold en stoppant la lecture. « Mais Oliver, pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt ?» « Elle disait que personne ne me croirait, » murmura Oliver. « Elle disait que je n'étais qu'un enfant à l'imagination trop vive. » N'est-il pas terrible de voir les adultes utiliser la crédibilité des enfants contre eux? Harold s'agenouilla devant son petit-fils, ses articulations protestant. « Je te croirai toujours, toujours. » La sonnette retentit, répercutant dans les couloirs du manoir. La gouvernante d'Harold apparut à la porte du bureau. « Monsieur, il y a une situation à la porte d'entrée. Monsieur Richard et la police. » Les yeux d'Harold se plissèrent. « Emmenez les enfants dans le bureau arrière et restez avec eux. » Alors que la gouvernante les guidait vers la sortie, Lily tira sur la manche d'Oliver. « Je dois appeler ma mère. Elle doit être tellement inquiète. »« Après, je te le promets, » répondit Oliver. « Une fois que mon grand-père aura géré ça. » Dans le hall, Richard Maxwell se tenait aux côtés de 2 officiers en uniforme Victoria, flottant derrière eux, les yeux rougis et larmoyants. « Père, » fit Richard en hochant la tête avec rigidité. « Oliver s'est enfui du restaurant ce soir. Nous avons des raisons de croire qu'il est ici avec un autre enfant. »« Il est là, » confirma Harold, bloquant leur entrée. « Et je viens d'entendre des enregistrements très inquiétants. » Victoria s'avança sa robe de créateur, désormais froissée, les yeux rouges, mais calculateur. « Harold Oliver invente des histoires. Nous nous inquiétons de sa santé mentale depuis un certain temps. Ah, le classique moyen de discréditer un témoin devant la justice. Surtout quand le témoin est un enfant, n'est-ce pas? Vraiment, répondit Harold d'une voix glaciale. Ces officiers pourraient être intéressés à entendre ces histoires inventées directement depuis l'appareil d'enregistrement. L'un des officiers se tortilla sur sa chaise mal à l'aise. « Monsieur, nous avons aussi un signalement d'enfant disparu. Une fillette de 8 ans a disparu du même restaurant. La mère est en panique. » L'expression d'Harold changea. « La fille est ici aussi. Elle a aidé Oliver à échapper à ce qui semble être une situation d'abus. »« Abus » hurla Victoria. « Comment osez-vous » ? Je n'ai fait que tenter d'aimer cet enfant difficile. Le visage de Richard s'assombrit. « Laisse-moi entendre ces enregistrements, père. » Pendant ce temps, dans le bureau arrière, Lily avait trouvé un téléphone. Tremblante, elle composa le numéro de sa mère. « Maman » chuchota-t-elle quand Elena répondit. « C'est moi, je vais bien. » Les sanglots d'Elena résonnèrent à travers la ligne. « Lily, où es-tu? La police cherche partout. »
Je suis chez le grand-père d'Oliver, expliqua Lily. Le petit garçon du restaurant avait besoin d'aide. Sa belle-mère est vraiment méchante avec lui, maman. Elle le verrouille dans sa chambre et jette ses jouets. Il y eut un silence. Puis la voix d'Elelanena, serrée par une peur contenue. « Donne-moi l'adresse, chérie. Je viens te chercher tout de suite. » Mais alors que Lily commençait à expliquer, la ligne tomba. L'électricité du manoir avait été coupée, plongeant tout dans l'obscurité. Dehors, une silhouette se déplaçait furtivement sur la pelouse, s'approchant de l'arrière de la maison. La tempête offrait un parfait couvert, les éclairs illuminant un visage tordu par la rage. À l'intérieur, Oliver saisit la main de Lily dans l'obscurité. « Il se passe quelque chose, » murmura-t-il. Et il avait raison. Mais ce qui les attendait était bien pire que ce qu'aucun des deux enfants aurait pu imaginer. Était-ce l'amant de Victoria en quête de vengeance? Ou quelqu'un d'autre ayant un intérêt dans ce drame en train de se dérouler? Parfois, les joueurs les plus dangereux sont ceux que l'on ne voit pas venir. Harold Maxwell avait vécu assez longtemps pour savoir quand les choses ne s'additionnaient pas. Alors qu'il se tenait dans son hall plongé dans l'ombre, le générateur de secours bourdonnant à la vie, il remarqua le regard nerveux de Richard se tourner vers les officiers. « Timing pratique pour une coupure de courant », remarqua Harold en saisissant son téléphone portable. « J'appelle ma société de sécurité. »« Père, s'il te plaît, » interrompit Richard. « Ne compliquons pas davantage cette affaire familiale. » Affaire familiale. Quand Richard avait-il jamais utilisé cette expression auparavant? L'homme qui avait des avocats sur vitesse dial pour les contraventions voulait soudain régler les choses en privé. Dans le bureau arrière, la gouvernante Madame Peterson se déplaça silencieusement pour verrouiller la porte. Ses 60 années de service auprès de la famille Maxwell se manifestaient dans son efficacité, même en pleine crise. « Éloignez-vous des fenêtres !» ordonna-t-elle, guidant les enfants derrière un grand bureau. « Quelque chose ne va pas. » Le cœur de Lily battait à tout rompre. « Oliver, j'ai peur. Je n'ai pas eu le temps de finir de dire à ma mère où je suis. » Oliver lui serra la main rassurant. « Mon grand-père ne laissera rien nous arriver. » Mais les promesses suffiraient-elles face à ce qui arrivait? Un rayon de lampe torche balaya la pelouse visible à travers la fenêtre du bureau. Madame Patterson se tendit sortant de sa poche un petit pistolet. « Madame Patterson !» s'exclama Oliver. « Vous avez une arme. » Le visage de l'ancienne gouvernante était sévère. « Ton grand-père ne croit pas aux hasards, enfant. Ne trouves-tu pas intéressant que les personnes que l'on sous-estime possèdent souvent les capacités les plus surprenantes? » Dans le hall, le générateur avait rétabli un éclairage minimal. Victoria essuyait des larmes inexistantes, tandis que les officiers devenaient de plus en plus mal à l'aise. « Monsieur Maxwell, dit le chef des officiers, nous devons vérifier le bien-être des deux enfants et réunir la fillette avec sa mère. » Bien sûr, Harold acquiesça. « Mais d'abord, je pense que vous devriez entendre ce que mon petit-fils a enregistré. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Elelanena Collins se tenait là trempée et les yeux écarquillés, un taxi-moteur tournant derrière elle sur le giratoire. « Où est ma fille ?» demanda-t-elle, l'eau de pluie s'accumulant à ses pieds sur le sol en marbre. Victoria s'avança immédiatement, se plaçant derrière les officiers. « Cela doit être la mère de la petite voleuse qui a aidé Oliver à s'enfuir. » Les yeux d'Elelanena s'illuminèrent. « Voleuse, ma fille n'est pas une voleuse. »« Votre fils l'a emmenée depuis le restaurant, » intervint Richard, levant les mains pour calmer. « Personne n'accuse qui que ce soit. Calmons-nous tous. » Et un fracas provenant de l'arrière de la maison l'interrompit en pleine phrase. Le bruit du verre brisé suivi du cri d'un enfant fit comme si le temps s'arrêtait puis s'accélérait.
Harold se mit déjà en mouvement, étonnamment alerte, pour son âge, les officiers sur ses talons. Eleanor se précipita devant Victoria, son instinct maternel, surpassant toute préoccupation de protocole ou de bienséance. Ils trouvèrent la porte du bureau arrière verrouillée. L'un des officiers se préparait à la forcer lorsque la voix de Madame Peterson s'éleva de l'intérieur. « Reculez de la porte, je suis armé. » Madame Peterson appela Harold. « C'est moi. Ouvrez. » La porte s'ouvrit légèrement, révélant le visage sévère de la gouvernante, le pistolet toujours serré dans sa main. « Quelqu'un a essayé de passer par la fenêtre, » rapporta-t-elle. « J'ai tiré un coup de semonce et ils se sont enfuis. » Derrière elle, Lily et Oliver se blottissaient l'un contre l'autre, les yeux écarquillés de peur. À l'instant où Elena aperçut sa fille, elle se frayait un chemin à travers tout le monde et serra Lily dans ses bras. « Maman, » sanglota Lily, « je suis désolée. J'essayais d'aider Oliver. » Alors que mère et fille se retrouvaient, Harold se tourna vers les officiers. « Je veux que ma propriété soit fouillée immédiatement. Quelqu'un a tenté de pénétrer là où les enfants se cachaient. » Richard et Victoria échangèrent un regard que Harold ne manqua pas de remarquer. Quel secret était encore caché? De quoi avait-il peur que les enfants puissent révéler « officier » dit Harold d'une voix ferme. « Avant de faire quoi que ce soit, j'insiste pour que vous écoutiez ces enregistrements. » Il sortit la voiture jouet d'Oliver et la posa sur une table à proximité. D'un clic, la voix de Victoria emplit à nouveau la pièce froide et calculatrice, discutant non seulement d'une liaison, mais de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Une fois que Richard aura signé le Nouveau Testament, disait sa voix enregistrée, « Nous n'aurons plus à nous inquiéter pour le garçon. Le fonds fiduciaire me reviendra en tant que tutrice si un malheur survient. » Les expressions des officiers changèrent leur professionnalisme, se transformant en suspicion, en se tournant vers Victoria. « C'est sorti de son contexte, » protesta-t-elle. « Vous ne pouvez pas le croire. »« Papa, » interrompit Oliver de sa petite voix stable. « Il y a plus. Montrez-leur les ecchymoses. » La pièce tomba dans un silence pesant, tandis qu'Oliver retroussait sa manche, révélant des marques en forme d'empreintes digitales sur son bras maigre. Pensiez-vous que tout cela ne concernait qu'une liaison? Parfois, les secrets les plus sombres se cachent sous les scandales les plus conventionnels. Richard fixa le bras de son fils, puis sa femme. Pour la première fois, l'incertitude s'installa sur son visage. Avait-il été aveugle à plus que l'infidélité? Alors que les officiers s'avancèrent vers Victoria, les lumières vacillèrent à nouveau. Par la fenêtre brisée, s'éleva l'odeur indubitable de fumée. Feu. Quelqu'un avait mis le feu à l'aile est du manoir. Mais qui? Et était-il encore là à attendre? Les flammes léchèrent la façade, est du domaine des Maxwell des langues orangées, s'élevant avidement vers le ciel nocturne. L'alarme incendie retentit son cri strident, ajoutant au chaos, tandis que tout le monde évacuait vers la pelouse avant. « C'est délibéré, » dit Harold d'un ton sombre, observant les pompiers lutter contre l'incendie. « Quelqu'un ne veut pas que ces enregistrements soient entendus. » Elena tenait fermement Lily son uniforme de serveuse encore humide de pluie. « Je ne comprends rien à tout cela. Pourquoi Lily serait-elle en danger? »« Parce qu'elle est témoin, » expliqua Oliver, une sagesse dépassant ses années, brillant dans ses yeux bleus solennels. Elle a entendu Victoria parler à cet homme au restaurant en allemand. Attends, en allemand. Un détail que nous n'avions pas encore entendu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Victoria disait exactement qu'elle ne voulait pas que d'autres comprennent? L'un des officiers s'approcha carnet à la main. « Monsieur Maxwell, nous avons besoin de déclarations de tous, y compris des enfants, » dit l'officier Jensen. Un cri retentit depuis le garage.
Vous devez voir ça. Jensen courut vers la voie et revint quelques instants plus tard, l'expression sombre et une mallette en cuir brûlé à la main. J'ai trouvé ceci dans un véhicule qui tentait de quitter la propriété, rapporta-t-il. Le conducteur avait abandonné la mallette et fui dans les bois lorsqu'on l'avait confronté. Harold prit la mallette les mains stables, malgré le chaos qui régnait autour de lui. Les initiales monogrammées LK brillaient sous les lumières clignotantes des véhicules d'urgence. « Lucas Cross », murmura Richard, la reconnaissance s'éveillant dans ses yeux. Le conseiller financier de Victoria et son amant, ajouta doucement Oliver. Harold ouvrit la mallette. À l'intérieur des documents nombreux. Titre de propriété, numéro de comptes offshore et le plus accablant de tous, un testament révisé portant la signature de Richard. Cependant, lorsque Richard se pencha pour l'examiner, son visage pâlit. « Ce n'est pas ma signature. Elle est falsifiée. » Victoria se tenait à l'écart du groupe, sa tenue de créateur maintenant maculée de suie, son apparence parfaite, s'effritant comme l'aile brûlante du manoir derrière elle. Victoria Richard s'approcha lentement, comme on le ferait d'un animal acculé. « Qu'as-tu fait ?» rit-elle, alors un son cassant, qui fit frissonner Lily. « Qu'ai-je fait ?» J'ai épousé un idiot qui se soucie plus de son empire que de sa femme, qui passe plus de temps avec ses investisseurs qu'avec sa famille. « Alors, tu comptes le tuer ?» demanda Harold, reliant les points que représentait ce testament falsifié et l'imputer à un incendie. L'officier s'avança la main sur ses menottes. « Madame, je pense que vous devez nous accompagner. » Mais Victoria n'avait pas fini son regard fixé sur Oliver, avec une haine telle qu'Eleanor instinctivement tira les deux enfants derrière elle. « Toi, siffla Victoria, tu as tout ruiné avec ton espionnage et tes enregistrements. Si tu étais resté silencieux comme un bon petit garçon... »« Assez, » interrompit l'officier Jensen, posant les menottes au poignet de Victoria. « Victoria Maxwell, vous êtes arrêtée pour complot, en vue de meurtre, maltraitance d'enfants et fraude. » Alors qu'on la conduisait vers la voiture de police, sa contenance se brisa enfin. « Vous faites une erreur. »« Ce n'était pas mon idée. C'était Lucas, dit-elle. Personne n'aurait soupçonné. » Le claquement de la porte de la voiture de police coupa ses protestations. Dans le silence soudain seulement interrompu par le bruit des pompiers, Richard s'agenouilla devant son fils. « Oliver, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle te faisait du mal. » La réponse d'Oliver, d'une simplicité déchirante, fut « Tu n'étais jamais là pour voir papa. Ne manquons-nous pas parfois ce qui est juste sous nos yeux? Les choses les plus importantes sont cachées à la vue de tous. L'incendie est contenu, » annonça un pompier en s'approchant du groupe. Les dégâts sont limités à l'aile est. On dirait qu'il a été déclenché à plusieurs endroits. Certainement un incendie criminel. Harold hocha la tête gravement. Je m'en doutais. Éléonore, qui était restée silencieuse pendant tout cet échange, prit enfin la parole. Je dois ramener Lily à la maison maintenant. Elle a déjà assez vécu ce soir. Attendez, dit soudain Richard. Vous devriez toutes les deux rester ici ce soir. C'est plus sûr et nous vous devons une dette immense. Votre fille a sauvé la vie de mon fils. Éléonore hésita. Des années de méfiance envers les riches s'opposaient aux préoccupations pratiques. Je ne peux pas me permettre de manquer mon service de demain matin. Le rire de Richard était creux. L'argent est maintenant le moindre de vos soucis. Je possède le restaurant Belle Amie Madame Collins. Votre emploi est sécurisé et vous recevrez une augmentation substantielle. C'est Lily qui rompit la tension, sa praticité de 8 ans coupant à travers le drame. Maman, leur maison est littéralement en feu. Peut-être qu'on devrait plutôt aller à notre appartement. L'humour inattendu provoqua un vrai rire chez tous, un moment de soulagement au milieu du chaos. Alors qu'ils discutaient des arrangements,
personne ne remarqua la silhouette ombragée, observant depuis la lisière des arbres, ni la façon dont sa main serrait un objet dans sa poche. Lucas Cross n'avait pas fui très loin, et il n'avait pas encore terminé. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, c'est que la mallette avait été laissée derrière délibérément, une distraction de ce que Lucas transportait encore. Avec lui quelque chose de bien plus compromettant que des documents falsifiés. La véritable question était quel secret valait la peine de protéger au prix d'un incendie criminel et d'une tentative de meurtre. Et pourquoi Victoria parlerait-elle en allemand dans un restaurant de Boston? Parfois, chers spectateurs, les secrets les plus dangereux sont ceux enterrés le plus profondément dans le passé, et l'histoire de la famille Maxwell était sur le point de se dénouer d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'aube se leva sur le domaine des Maxwell, la lumière dorée illuminant les dégâts causés par l'incendie de la nuit précédente. Elena et Lily avaient finalement accepté l'offre de Richard, de rester dans l'aile ouest, loin des restes calcinés de l'Est. Dans la cuisine, Lily était assise à un îlot plus grand que la cuisine entière de leur appartement, regardant Madame Peterson préparer le petit déjeuner pour ce groupe improbable. « Comment as-tu appris l'allemand » demanda Oliver en glissant sur le tabouret à côté d'elle. « Ma grand-mère était de Munich » expliqua Lily en acceptant un verre de jus d'orange qui coûtait probablement plus cher que son déjeuner scolaire pour une semaine. Elle m'a élevé jusqu'à mes 5 ans, pendant que maman faisait des doubles shifts. Oliver hocha la tête solennellement. Ma vraie mère était allemande, elle aussi. Elle est morte quand j'avais 3 ans. Elena et Richard entrèrent tous deux épuisés, mais résolus après une nuit de déclarations à la police et d'appels téléphoniques. Les autorités n'avaient toujours pas localisé Lucas Cross. Ils ont gelé ses comptes et émis une alerte, rapporta Richard en acceptant un café de Madame Peterson. Et Victoria, demanda Harold en entrant avec l'aide de sa canne. Le visage de Richard se durcit, refusant de coopérer, affirmant qu'elle avait été manipulée par Lucas, contrainte à maltraiter un enfant. Elena haussa les épaules. Certaines excuses ne méritent pas d'être entendues. N'est-ce pas fascinant, dit Harold, comme les gens revendiquent rapidement le statut de victime lorsqu'ils se font prendre dans leur propre toile de tromperie. J'ai prévu une équipe de sécurité. Jusqu'à ce que Cross soit appréhendé, aucun d'entre nous ne devrait être seul. Elena se déplaça mal à l'aise. Nous apprécions votre préoccupation, mais Lily et moi devrions rentrer à la maison. Nous avons déjà assez imposé. Ce n'est pas une imposition, insista Richard. C'est de la protection. Si Cross croit que votre fille peut l'identifier ou témoigner de ce qu'elle a entendu en allemand, « Qu'as-tu entendu exactement » interrompit Harold, son instinct de juge, pour les détails pertinents surgissant. Lily jeta un coup d'œil à Oliver avant de répondre. L'homme disait à Victoria que 10 documents infèrent. Les documents sont prêts, et quelque chose à propos de Altérant Vict. Le vieil homme est suspect. Les sourcils d'Harold se levèrent. Le vieil homme, moi probablement. Il y a plus, continua Lily sa mémoire parfaite, surprenant tout le monde. Il a dit « Decay kinds of fail ». L'enfant en sait trop. Ensuite, Victoria a dit qu'il fallait s'en occuper après que le testament soit changé. S'en occuper. La voix de Richard se tendit. Mon fils. Oliver fixa son assiette. Je crois qu'ils allèrent m'envoyer loin. J'ai entendu Victoria parler d'une école en Suisse. Richard et Harold échangèrent un regard. Les implications étaient d'être claires, une fois le testament de Richard modifié et sa fortune sécurisée. Oliver serait éliminé de manière pratique. Mais pourquoi aller si loin, se demanda Elena. Les règlements de divorce pour les riches restent encore substantiels, n'est-ce pas? L'expression d'Harold s'assombrit. Sauf s'il y avait en jeu plus que de l'argent.
Avant que quelqu'un puisse questionner cette déclaration cryptique, le chef de la sécurité d'Harold entra dans la cuisine. « Monsieur, il y a eu une intrusion à la maison de garde. Le garde a été assommé et les caméras de sécurité désactivées. » En un instant, l'atmosphère changea. Richard se plaça aux côtés d'Oliver, tandis qu'Harold donnait rapidement des instructions pour sécuriser le manoir. « Nous devons nous rendre dans la chambre forte, » annonça-t-il. « Chambre forte, pensa-t-on. Eh bien, ce n'est pas un luxe que beaucoup possèdent en pleine crise, alors qu'ils se hâtaient dans les couloirs du manoir. Et Léla Néna gardait Lily près d'elle, son instinct maternel, en alerte maximale. Les enfants, sentant la gravité de la situation, restèrent silencieux. La chambre forte était cachée derrière une bibliothèque dans le bureau d'Harold, une chambre renforcée équipée de moniteurs de surveillance, de matériel de communication et de provisions. « Nous serons en sécurité ici, jusqu'à l'arrivée de la police », les rassura Harold en scellant la lourde porte. Sur les moniteurs, ils observèrent des silhouettes se déplacer dans le manoir. Pas un intrus, mais 3. « Ce n'est pas seulement Lucas, » murmura Richard. « Qui sont ces autres ?» Comme pour répondre, la porte du bureau éclata sur le moniteur. 3 hommes en tenue tactique noire fouillaient méthodiquement la pièce, leurs mouvements suggérant un entraînement professionnel. « Ce ne sont pas des criminels ordinaires, » dit gravement Harold. « Ce sont des mercenaires. » Le meneur s'approcha de la bibliothèque, passant sa main le long du bord jusqu'à trouver l'interrupteur caché. La bibliothèque glissa révélant une seconde porte, l'entrée de la chambre forte. « Impossible, » murmura Harold. « Seule la famille connaît cet interrupteur. » L'intrus retira son masque, révélant un visage qui fit s'exclamer Richard. « Thomas !» Richard fixa le moniteur incrédule. « Mon frère est mort. » Pourtant, il se tenait là, Thomas Maxwell, supposé mort dans un accident de bateau 5 ans plus tôt, bel et bien vivant, et maintenant en train d'essayer de pénétrer dans la chambre forte où sa famille se cachait. Oliver tira sur la manche de son grand-père. « Grand-père, pourquoi l'oncle Thomas est-il avec les méchants? » Le visage d'Harold devint livide, sa contenance habituelle brisée. « Parce que certains fantômes refusent de rester enterrés. » Sur le moniteur, Thomas s'adressa directement à la caméra. « Richard, père, je sais que vous regardez. Ouvrez la porte. Nous devons parler de l'héritage et de ce qui est réellement arrivé à Maria. » Maria, la mère d'Oliver, la femme allemande supposée morte d'une maladie quand Oliver avait 3 ans. Parfois, le passé ne nous hante pas seulement. Parfois, il revient avec des renforts et défonce nos portes. Alors qu'Léla Néna tenait les 2 enfants près d'elle, une horrible réalisation s'imposa. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'un conjoint infidèle. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, un secret familial si toxique que des gens étaient là prêts à tuer pour le cacher. La question était de savoir quel côté de la porte était le plus sûr. « Qui est Maria ?» murmura Lily à Oliver, tandis que les adultes se regroupaient près des moniteurs discutant à voix basse et dure. « Ma vraie mère, » répondit Oliver. « Papa a dit qu'elle est tombée malade et est morte en Allemagne. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle. »« Mais pourquoi ton oncle en parlerait-il maintenant ?» insista Lily, sa curiosité innée, indifférente au danger. Oliver haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient l'incertitude. « Papa ne parle jamais d'elle, et il s'est vraiment fâché une fois quand j'ai trouvé son album photo dans le grenier. Avez-vous remarqué comment les enfants reconstituent souvent la vérité que les adultes s'efforcent de cacher? » Sur le moniteur, Thomas et ses hommes avaient installé du matériel devant la porte de la chambre forte. Pas des explosifs, comme il le craignait, mais une sorte d'appareil électronique. « Il essaie de contourner la serrure », expliqua Harold. « Mais ce système est de niveau militaire. Cela prendrait des heures.
Richard faisait les 100 pas dans l'espace confiné, le visage déformé par des émotions contradictoires. Mon frère est mort. J'ai identifié son corps après l'accident de bateau. Clairement pas, observa Elelanena avec sécheresse. Être mère célibataire à Boston l'avait privée du moindre tact inutile. Harold s'affaissa lourdement sur une chaise. Je craignais que ce jour n'arrive. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Que veux-tu dire, père » demanda Richard. « Saviez-vous que Thomas était vivant ?» Le visage buriné d'Harold sembla vieillir d'une décennie supplémentaire en parlant. Je soupçonnais des incohérences concernant le corps, mais le test ADN a confirmé que c'était lui. « L'ADN peut être falsifié », murmura Elelanena. Quand tout le monde la regarda surprise, elle haussa les épaules. « Je regarde des émissions criminelles pendant mes jours de congé. » Le système de communication crépita et s'activa. La voix de Thomas emplit la pièce. « Père, je sais que vous écoutez. Vous avez exactement 30 minutes avant que je coupe l'oxygène dans cette pièce. Tout ce que nous voulons, ce sont les documents que Maria vous a confiés avant son accident. » La main de Harold trembla légèrement en appuyant sur le bouton de réponse. « Il n'y a pas de document, Thomas, seulement un enfant qui a besoin de protection. » Le rire de Thomas était amèrement tend encore après toutes ces années. La spécialité de la famille Maxwell. Demande à Richard ce qui est vraiment arrivé à Maria. Demande-lui s'il a même vérifié si elle était réellement morte. Richard se précipita sur le bouton de communication. « Tu es fou, Thomas. J'aimais Maria. Je l'ai pleurée. Et toi ?» défia Thomas. Où était-il plus pratique d'avoir une femme morte plutôt qu'une qui découvrait la vérité sur Maxwell Industries? Les adultes échangèrent des regards confus, mais Oliver resta complètement immobile, son petit visage concentré, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient en place. « Papa, » dit-il lentement, « c'est quoi le projet Encitagol ?» Le visage de Richard se vida de sa couleur. « Où as-tu entendu ce nom ?»« C'était sur des papiers dans le bureau de Victoria, » expliqua Oliver. « Elle s'est vraiment fâchée quand elle m'a surpris en train de les regarder. Il y avait aussi de vieilles photos d'usines portant ce nom. » Harold et Richard échangèrent un long regard lourd de sens. « Projet Nightingale », traduisit doucement Lily. « C'est ce que signifie Nigol en allemand. » Eleanor, qui était restée silencieuse, se redressa soudain. « Attendez, Maxwell Industries a acquis des usines allemandes il y a environ 8 ans, n'est-ce pas? » C'était dans les journaux. Quelque chose sur la reconversion d'anciennes usines. Richard hocha la tête raide. « Ma première acquisition majeure en tant que PDG. Les usines ont été converties pour produire du matériel médical. Mais ce n'est pas tout ce à quoi elles ont servi, n'est-ce pas, Richard? » La voix de Thomas passa à travers le haut-parleur, suggérant qu'il pouvait entendre leur conversation. « Dites-leur ce que Maria a trouvé dans ses archives. Dites-leur pourquoi elle a dû être réduite au silence. » La tension dans la chambre forte était étouffante. Même les enfants ressentaient qu'ils étaient au bord d'une révélation qui allait tout changer. « Je ne sais pas de quoi il parle », insista Richard, mais sa voix manquait de conviction. Harold ferma brièvement les yeux. Les usines ont été utilisées pour la fabrication d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisant du travail forcé. Maxwell Industries les a achetées, sachant que cette histoire était enterrée. Maria recherchait l'histoire de sa famille et a découvert des documents. Des documents qui vous auraient coûté des milliards en réparation et détruit la réputation de la société, ajouta Thomas par le haut-parleur. Quelle commodité qu'elle soit morte avant de pouvoir rendre cela public. Richard frappa du poing contre le mur. C'est un mensonge. Je n'ai rien su de ces documents avant qu'elles ne disparaissent. Et je n'ai rien à voir avec sa mort. Connaît-on jamais vraiment les personnes qui nous sont proches,
Ou ne voyons-nous que les versions qu'ils nous permettent de voir 20 minutes, avertit Thomas. Donnez-moi ce que Maria a confié au juge Maxwell, ou cette pièce deviendra votre tombe. Harold chercha sa canne, tournant le manche pour révéler un compartiment caché. Il en sortit une petite clé métallique. Ce que Maria a trouvé, dit-il doucement, était une preuve impliquant les anciens propriétaires de ces usines dans des crimes de guerre. Elle croyait que ces documents aideraient les familles des victimes à obtenir justice. Elle m'a donné cette clé d'un coffre-fort le jour avant de mourir dans cet accident de voiture. Si c'est vrai, intervint Elelanena, pourquoi l'avoir cachée toutes ces années? Pourquoi ne pas avoir remis les preuves aux autorités? L'expression de Harold était grave. Parce que l'accident qui a tué Maria n'était pas un accident, et les responsables n'étaient pas seulement les anciens propriétaires des usines. Ils incluaient des membres de familles puissantes qui auraient été impliqués, y compris des parents éloignés de notre propre famille. La petite voix d'Oliver traversa la tension. Ma mère a-t-elle été assassinée à cause de papier? La simplicité dévastatrice de la question laissa tout le monde sans voix. Sur le moniteur, ils pouvaient voir Thomas vérifier sa montre avec impatience. Le compte à rebours continuait, tandis qu'à l'intérieur de la chambre forte, les secrets familiaux se dénouaient comme un pull accroché à un clou. Un seul tirage, et tout se décomposait. Le niveau d'oxygène diminuait effectivement, mais le danger le plus grand était la vérité qui menaçait maintenant de les étouffer tous. « Nous devons prendre une décision », dit Elelanena toujours pratique. Malgré la situation surréaliste, l'oxygène baisse et ces hommes ne partent pas. Richard s'était affaissé dans une chaise, le poids des révélations le comprimant visiblement. J'ai toujours cru que la mort de Maria était un accident. Le rapport de police, les témoins, tout faisait partie d'une dissimulation, confirma Harold. J'ai engagé des détectives privés, mais ils se heurtaient toujours à des impasses. Des gens puissants étaient impliqués. Alors qu'y a-t-il dans ce coffre-fort qui vaut la peine de tuer? Demanda Elelanena en désignant la clé. Des documents reliant des membres actuels du conseil d'administration de plusieurs sociétés internationales à des crimes de l'ère nazie, expliqua Harold. Maria était déterminée à obtenir justice pour les familles des travailleurs forcés morts dans ces usines. Son propre grand-père en faisait partie. Les yeux d'Oliver s'écarquillèrent. Ma mère essayait d'aider les gens. Oui, sourit tristement Harold. Elle était incroyablement courageuse. Et n'est-ce pas l'héritage que nous espérons tous laisser à nos enfants? Pas la richesse ni le statut, mais le souvenir du courage moral. Sur le moniteur, Thomas parlait avec urgence au téléphone. Son expression passa de l'impatience à l'alarme. « Il se passe quelque chose », nota Richard en se penchant vers l'écran. Le microphone externe de la chambre forte captait des fragments de la conversation de Thomas. « La police approche. Il faut accélérer. Pas le choix. » Le système de sécurité d'Harold émit une alerte. Sabotage du générateur de secours détecté. Ah, ils essaient de couper l'alimentation du système de ventilation, réalisa Harold. Sans ça, nous suffoquerons en quelques minutes, pas en heures. Dim, pouvons-nous nous frayer un chemin? Demanda Elelanena, surprenant tout le monde. Quand ils la regardèrent, elle haussa les épaules. J'ai grandi à Dorchester. Parfois fuir n'est pas une option. Avant que quelqu'un puisse répondre, les lumières vacillèrent de manière inquiétante. « Grand-père, » dit soudain Oliver, « le passage secret dans la bibliothèque. Il fonctionne toujours. » Harold cligna des yeux surpris. « Comment le sais-tu? »« J'explore quand papa m'emmène en visite, » expliqua Oliver. « Je l'ai trouvé derrière la bibliothèque tournante. » Une lueur d'espoir traversa le visage d'Harold. « Oui, il est toujours opérationnel. Il mène au pavillon du jardinier, mais il n'a pas été utilisé depuis des décennies. Et il n'est pas sur les plans de la maison. »
ajouta Richard, comprenant enfin. Il a été ajouté pendant la Prohibition. Éléanore rassemblait déjà les enfants. Comment y accéder d'ici? Harold se dirigea vers un panneau mural, apparemment solide, et pressa une séquence. Le panneau glissa révélant un couloir étroit couvert de poussière. Il reliait plusieurs parties de la maison, expliqua Harold, y compris un embranchement près du passage de la bibliothèque. Richard prit l'enregistreur d'Oliver de sa poche et appuya sur le bouton pour l'activer. « Thomas, nous envoyons la clé. Nous voulons juste un passage sûr en échange. » Il plaça l'enregistreur près de la porte, puis rejoignit les autres dans le passage secret. « Ils se rendront compte que nous sommes partis en quelques minutes, » avertit Harold alors qu'ils entraient dans le couloir sombre. « Nous devons nous déplacer rapidement. » Naviguant à la lumière de leur téléphone, le groupe improbable progressait dans le passage étroit, les toiles d'araignée accrochant leurs vêtements. Pour Lily et Oliver, la situation effrayante prenait un air d'aventure. « C'est comme un film d'espionnage, » murmura Lily restant près de sa mère. « Sauf que les méchants sont mon oncle et ma belle-mère, » répondit Oliver, sa tentative d'humour masquant à peine sa douleur. Après plusieurs minutes de navigation prudente, Harold s'arrêta à un embranchement. L'accès à la bibliothèque devrait être juste devant. Alors qu'ils approchaient du panneau de sortie, des voix devinrent audibles depuis la bibliothèque. « Fouillez tout. Le juge est malin. Il pourrait y avoir des copies des documents partout. » Richard fit un signe de silence pendant qu'ils écoutaient les hommes de Thomas saccager la bibliothèque. La sortie dont ils avaient besoin était maintenant bloquée. « Y a-t-il un autre chemin? » murmura Elena. Harold hocha la tête gravement. « En bas, les passages mènent à l'ancienne cave à vin qui a une sortie vers les jardins, mais c'est un chemin beaucoup plus long. » Alors qu'il reculait prudemment depuis la sortie de la bibliothèque, Oliver heurta le mur. Une section du vieux panneau craqua bruyamment dans le silence. Les voix dans la bibliothèque cessèrent immédiatement. « Qu'est-ce que c'était? » exigea l'un des hommes. « Vérifiez les murs pour des portes cachées. »« Courez » souffla Richard, pressant tout le monde de descendre vers l'accès à la cave. Ils traversèrent le passage poussiéreux, entendant le bois se fendre, tandis que les hommes de Thomas commençaient à forcer le panneau de la bibliothèque derrière eux. Arrivé à l'accès à la cave, Harold eut du mal avec le mécanisme rouillé. Il était bloqué. Richard le rejoignit les deux hommes, forçant contre des décennies de non-utilisation. Derrière eux, les faisceaux de lampes torches rebondissaient sur les murs, alors que leurs poursuivants entraient dans le passage. « Ça y est !» s'exclama Richard lorsque le panneau céda enfin. Ils tombèrent dans la cave à vin, un espace immense rempli de casiers poussiéreux et de millésimes oubliés. Au bout, une petite porte promettait une sortie, Elena, et les enfants coururent devant, tandis qu'Harold et Richard bloquaient l'entrée du passage avec un lourd casier, gagnant de précieuses secondes. « C'est verrouillé », appela Elena depuis la porte du jardin, secouant désespérément la poignée. Richard se précipita à ses côtés, examinant la vieille serrure. « Il nous faut une clé. » Oliver tira sur la manche de son grand-père. Grand-père ta canne. Comprenant immédiatement Harold, tourna de nouveau le manche de sa canne, révélant non seulement le compartiment qui contenait la clé du coffre-fort, mais aussi un ensemble de petites clés dans le manche creux. « Les avantages de la paranoïa », murmura Harold en sélectionnant une clé en laiton terni. Elle s'adapta parfaitement à la serrure, tournant avec un gémissement réticent. La lumière du soleil se répandit dans la cave lorsque la porte s'ouvrit. Derrière eux, le casier commença à bouger alors que les hommes de Tommy forcèrent leur passage. Ils débouchèrent dans le jardin, envahis par la végétation, clignant des yeux face à la lumière soudaine. Le pavillon du jardinier se trouvait juste devant,
au-delà d'un enchevêtrement de rosiers. Presque arrivé, encouragea Richard, soutenant Harold, dont la force déclinait visiblement. Un coup de feu retentit éclatant, le bois près de la tête d'Éléonore. Elle tira Lily au sol, protégeant sa fille de son corps. Thomas émergea de la porte de la cave, le pistolet levé. « Arrêtez-vous là. Ça fait 5 ans que je traque ce que Maria a trouvé. Je ne vais pas le perdre maintenant. » La distance jusqu'au pavillon semblait impossible avec un homme armé dans leur dos. Mais dans ce moment de confrontation, les sirènes de police hurlèrent au loin. Thomas hésita, partagé entre sa mission et sa survie. Était-ce leur chance ou juste un autre moment d'espoir illusoire dans une journée remplie de révélations et de dangers? Parfois, le salut ne vient pas de nos propres actions, mais du timing parfait, des forces extérieures et parfois des directions les plus inattendues. L'hésitation de Thomas ne dura que quelques secondes avant que sa détermination ne durcisse ses traits. « Les documents », exigea-t-il, le pistolet immobile. Maintenant, Harold s'avança, se plaçant entre Thomas et les autres. Le coffre-fort est à la First National, sur Commonwealth Avenue. La clé seule est inutile, sans vérification du compte. Le rire de Thomas était amer, toujours celui du juge rusé. « Très bien, vous venez avec moi, vieil homme. »« Non, » intervint Richard en se plaçant aux côtés de son père. « J'y vais. Mon père a besoin de soins après tout ce qui s'est passé. » Les sirènes se rapprochaient. La police répondait sans doute à l'alarme silencieuse qu'Harold avait déclenchée depuis la chambre forte. Thomas jeta un regard anxieux à sa montre. « Nous n'avons pas le temps pour ça, vous deux. » « Alors les autres restent ici comme assurance. » Elena se plaça protectrice devant les enfants. « Si tu crois que nous allons te les laisser, maman ?» interrompit Lily, sa voix petite mais déterminée. « J'ai mémorisé le document dans l'enregistreur d'Oliver, celui sur le projet Nightingale. » Tous les yeux se tournèrent vers la petite fille, dont la mémoire parfaite avait déjà fait ses preuves. « Quel document ?» demanda Thomas, son attention vacillant un instant. « Celui avec tous les noms. » Continua Lily avec confiance, les membres du conseil de l'entreprise et les officiels allemands. Je me souviens très bien des listes. Était-ce vrai? Ou une fillette de 8 ans bluffait-elle un homme armé pour créer une distraction? Thomas fit un pas vers Lily, son attention vacillant. Quel nom, dis-moi? Ce moment de distraction fut tout ce dont Richard avait besoin. Il bondit en avant, plaquant son frère au sol. Le pistolet fit un coup dans les airs alors que les 2 hommes se débattaient. « Courez !» cria Richard, luttant pour contrôler l'arme de Thomas. Harold pressa Elena et les enfants vers le pavillon, mais Oliver se libéra, courant vers les frères en lutte. « Oh non !» cria Éléonore, essayant de le rattraper. Le garçon l'ignora, déterminé à atteindre son père. Alors qu'il approchait des hommes en difficulté, Thomas prit le dessus, renversant Richard sur le dos et levant son pistolet. Le temps sembla ralentir. Le cri désespéré d'Oliver, le doigt de Thomas se serrant sur la gâchette. Les yeux de Richard s'écarquillèrent de compréhension. Puis un flou de mouvement, apparut Madame Peterson, surgit derrière une statue de jardin, balançant une pelle avec une force surprenante pour son âge. Le métal frappa la tête de Thomas avec un craquement sinistre, et il s'effondra instantanément. « Madame Peterson !» s'exclama Oliver. La vieille gouvernante récupéra calmement l'arme de Thomas. « Je travaille pour cette famille depuis 60 ans, enfant. Pensais-tu que je vous abandonnerais maintenant? N'est-il pas remarquable que les personnes les plus modestes possèdent souvent le plus grand courage? » Les sirènes de police atteignirent leur crescendo, alors que les voitures de patrouille arrivaient aux grilles du manoir. Les autres hommes de Thomas, voyant leur chef à terre et l'arrivée des autorités, s'enfuirent vers les bois derrière la propriété. Richard serra Oliver contre lui, sa contenance se brisant enfin.
Je suis tellement désolé, mon fils, pour tout. Harold s'approcha de Thomas, inconscient, étudiant le frère qui était supposé être mort depuis des années. Il devrait répondre de ses crimes, tous. Et les documents, demanda Elena ce que Maria avait trouvé. L'expression de Harold était solennelle. Il devrait être rendu public. Trop de familles ont attendu trop longtemps pour obtenir justice. Alors que les policiers envahissaient le jardin, Richard regarda son père avec interrogation. « Vous avez dit que Maria vous avait donné une clé la veille de sa mort. Saviez-vous qu'elle était en danger? » « Elle se doutait de quelque chose, » admit Harold. « Elle est venue me voir parce qu'elle ne savait pas à qui faire confiance. Elle prévoyait d'emmener Oliver et de se cacher jusqu'à ce que les documents puissent être publiés en toute sécurité. » Richard pâlit. Elle ne me faisait pas confiance avec notre fils. Harold posa une main sur son épaule. Elle ne voulait pas te mettre en danger, Richard. Elle t'aimait, mais elle croyait aussi en la justice. Pendant que les officiers sécurisaient Thomas et que les ambulanciers s'occupaient des blessures mineures de chacun, le détective Lopez s'approcha pour les déclarations préliminaires. Cela est lié à l'arrestation de Victoria Maxwell la nuit dernière, confirma-t-elle carnet en main. Tout est connecté, affirma Harold. Une conspiration qui s'étend sur des décennies détectives. Je fournirai tous les détails au poste. Pendant que les adultes parlaient avec les autorités, Lily tira Oliver sur le côté. « Je n'ai en fait mémorisé aucun document, avoua-t-elle. Je l'ai inventé pour distraire ton oncle. » Oliver sourit pour la première fois de la journée. « Je sais, c'était vraiment courageux. »« Ta mère avait l'air courageuse aussi, » ajouta Lily. Oliver hocha la tête en regardant son père qui décrivait l'implication de Victoria au détective. « J'aimerais m'en souvenir mieux. Peut-être qu'il y a des moyens d'en apprendre davantage sur elle. » Lily suggéra des photos ou des histoires de personnes qui la connaissaient. C'est la simple sagesse des enfants. Parfois, les solutions les plus évidentes échappent aux adultes embrouillés dans leurs émotions compliquées. Plus tard, alors qu'ils étaient au commissariat pour donner leurs déclarations officielles, Richard s'approcha d'Elena, qui aidait Lily avec une tasse de chocolat chaud provenant du distributeur. « Je tiens à vous remercier, » dit-il sincèrement. « Toutes les deux. Vous avez sauvé mon fils de plus d'une façon. » Elena sourit fatiguée. Lily a l'habitude d'adopter des animaux abandonnés chien-chat, apparemment aussi des fils de milliardaires. Richard rit malgré tout. « J'ai pensé au restaurant Bellamy où vous travaillez. Il a besoin d'un nouveau directeur, quelqu'un qui comprend les deux côtés de la salle à manger. Le poste comprend un appartement dans le bâtiment. » Elena le regarda avec scepticisme. « Je n'ai pas besoin de charité, Monsieur Maxwell. »« Ce n'est pas de la charité, » insista Richard. « C'est une opportunité que vous avez méritée. Et égoïstement, j'aimerais qu'Oliver reste en contact avec Lily. Elle lui a fait du bien. » De l'autre côté de la pièce, les deux enfants étaient assis ensemble, les têtes penchées sur une bande dessinée fournie par un officier bienveillant. Malgré leurs origines très différentes, ils avaient créé un lien grâce aux dangers partagés et à leur compréhension mutuelle. Alors que le détective Lopez continuait d'interroger Harold, une question restait sans réponse. Que s'était-il exactement passé avec Maria Maxwell toutes ces années? Si sa mort n'était pas un accident, comme il le croyait, qui était finalement responsable? Et surtout, le danger était-il réellement passé? Ou n'avait-il fait qu'effleurer la surface d'une conspiration qui était restée cachée pendant des générations? La clé du coffre-fort reposait dans un sac de preuves sur le bureau de Lopez anodine, mais potentiellement explosive dans ses implications. Parfois, la clé de l'avenir réside dans le fait de révéler les secrets du passé. Mais sommes-nous prêts pour ce qui pourrait s'échapper lorsque cette porte s'ouvrira enfin? 3 jours plus tard, l'histoire dominait les titres de Boston. Scandale chez Maxwell Industries.
Lien avec l'époque nazie révélé. Les Maxwell présumés, morts arrêtés pour complot. Justice pour les victimes après des décennies de silence. Oliver était assis dans le salon vitré du manoir de son grand-père. L'aile ouest intacte servait maintenant de maison temporaire, tandis que le penthouse de Richard subissait des améliorations de sécurité. À ses côtés, Lily travaillait avec diligence sur un puzzle, les sourcils froncés de concentration. « Ils vont ouvrir le coffre-fort aujourd'hui », mentionna Oliver, en mettant de côté le journal qu'il tentait de lire. Lily hocha la tête. « Ma mère a dit qu'il faudrait un juge et beaucoup d'avocats à cause des preuves. » Lydia. Les 72 heures passées avaient transformé leur vie à tous les deux. Victoria restait en détention, refusée de libération sous caution en raison du risque de fuite. Thomas, remis de l'attaque à l'appel de Mme Peterson, faisait face à de multiples accusations, y compris complot en vue de meurtre. Ses complices avaient été identifiés comme des contractants militaires, privés, ayant des liens avec plusieurs membres du conseil mentionnés dans les documents de Maria. Elena Nena entra dans le salon vitré, presque méconnaissable dans sa nouvelle position de directrice du restaurant Bellamy. Son uniforme de serveuse avait été remplacé par un blazer sur mesure, et elle se tenait avec la même dignité tranquille, mais une confiance retrouvée. « Prêt pour le déjeuner ?» demanda-t-elle aux enfants. Madame Peterson préparait sa fameuse soupe au poulet. « Papa est de retour ?» demanda Oliver, essayant de paraître décontracté, mais incapable de cacher son impatience. « Toujours à la banque avec les autorités », répondit doucement Elena Nena, mais il a promis de venir directement ici ensuite. La relation entre père et fils restait fragile, mais se réparait. Richard, confronté à l'ampleur de son échec à protéger Oliver, n'avait presque jamais quitté son côté depuis l'arrestation, sauf pour la réunion cruciale d'aujourd'hui à la banque. « Penses-tu qu'ils trouveront ce qu'ils cherchent ?» demanda Lily en se dirigeant vers la salle à manger. Elena Nena échangea un regard avec Harold qui les rejoignit depuis son bureau. « Nous le saurons bientôt. » Après un déjeuner calme, pendant lequel même Mme Peterson semblait inhabituellement réservée, le bruit de la porte d'entrée fit courir Oliver jusqu'au hall. Richard se tenait là épuisé, mais d'une manière ou moins léger, comme si un grand poids avait été levé. « Papa !» Oliver se jeta dans les bras de son père. Richard le serra fortement, avant de guider tout le monde vers le bureau de Harold. Une fois la porte fermée, il sortit une clé USB de sa poche. « Voici des copies de tout », expliqua-t-il en la posant sur le bureau d'Harold. « Les originaux sont avec les procureurs fédéraux et les archivistes du mémorial de l'Holocauste. » Harold l'encouragea se penchant sur sa canne. Richard prit une profonde inspiration. Maria a tout documenté, les registres financiers prouvant que les anciens propriétaires de Maxwell Industries avaient consciemment acheté des usines, ayant recours au travail d'esclaves, les mémos internes, discutant comment cacher ces liens, et plus accablant encore, les preuves que certains membres du Conseil étaient directement liés à des responsables nazis ayant dirigé ces usines. « Alors, elle a été assassinée pour avoir découvert cela », demanda Elena Nena, baissant la voix pour que les enfants examinant des livres dans la pièce n'entendent rien. Richard hocha la tête gravement. Thomas l'a confirmé lors de l'interrogatoire. Il collaborait avec plusieurs membres du Conseil qui auraient tout perdu si Maria rendait publics ses documents. Ils ont organisé l'accident de voiture pour faire passer cela pour une perte de contrôle tragique sur une route de montagne. « Et la mort supposée de Thomas ?» demanda Harold. « Une disparition commode pour surveiller leurs intérêts depuis l'ombre », expliqua Richard. Ils avaient besoin de quelqu'un pouvant agir sans être surveillé. En échange, il reçut une nouvelle identité et des millions sur des comptes offshore. Harold ferma brièvement les yeux, absorbant l'ampleur de cette trahison. Et Victoria, recrutée il y a 2 ans, lorsqu'ils ont réalisé que je pensais rouvrir l'enquête sur la mort de Maria,
répondit Richard amèrement. Son rôle était de m'épouser, de sécuriser les modifications de mon testament et de m'empoisonner progressivement, faisant passer cela pour des causes naturelles. Pendant qu'Oliver était envoyé dans un internat en Suisse, conclut Elena, tous les obstacles étaient éliminés. Oliver s'approcha prudemment, ayant clairement entendu des portions de leur conversation. « Papa, as-tu trouvé des photos de maman? » L'expression de Richard s'adoucit. De sa mallette, il sortit un petit album photo. Elle l'avait aussi conservé dans le coffre-fort. « Pour toi. » Oliver l'accepta avec révérence, ouvrant la première page. Maria Maxwell souriait en retour, une femme magnifique aux mêmes yeux bleus et aux cheveux dorés d'Oliver, tenant un nourrisson dans ses bras. « Elle te ressemble, » observa Lily en regardant par-dessus son épaule. « Il y a aussi une lettre, » dit doucement Richard. « Elle l'a écrite le jour où elle a laissé la clé à ton grand-père. Je pense qu'elle savait qu'elle ne pourrait peut-être pas la récupérer. » Sa voix se brisa. « Avez-vous déjà été témoin de quelqu'un confrontant enfin une vérité qu'il fuyait depuis des années? La dévastation et la libération qui viennent simultanément. » Oliver caressa le visage de sa mère sur la photographie. Elle essayait d'aider des gens comme Lily m'a aidé. « Ouais, » acquiesça Richard. C'était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, et je l'ai laissé tomber. Harold posa une main sur l'épaule de son fils. Nous l'avons tous fait, mais maintenant nous pouvons réparer cela. Les procureurs agissent rapidement, poursuivit Richard en se ressaisissant. Plusieurs membres du conseil ont déjà été arrêtés. La société va créer un fonds de réparation important pour les survivants et leurs familles. Et Thomas, demanda Elena. Il coopère pour obtenir des circonstances atténuantes, répondit Richard, bien qu'il doute qu'il échappe à une peine de prison conséquente. Alors que les adultes continuaient de discuter des implications légales, Oliver et Lily se glissèrent vers le siège près de la fenêtre, l'album photo ouvert entre eux. « J'ai ses yeux, » observa Oliver. « Et son sourire, » ajouta Lily. « Regarde celle-ci où elle rit. » Dehors, les feuilles d'automne dansaient sur le domaine doré et rouge sur la pelouse soignée. Un chapitre se terminait, mais un nouveau commençait aussi. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait le ciel d'un orange brillant, la famille improbable se réunit sur la terrasse pour le dîner. Harold à la tête de la table, Richard et Oliver à sa droite. Elena et Lily à sa gauche, et Madame Peterson s'affairant entre la cuisine et la salle à manger, refusant toute aide. « J'ai réfléchi, » dit Richard en terminant le dessert, « à l'avenir de Maxwell Industries. » Harold haussa un sourcil. « Oh, l'entreprise a besoin de transformation, pas seulement de gestion de crise, » continua Richard. Je crée une nouvelle division dédiée à la localisation et au soutien des survivants du travail forcé et de leurs descendants. Je veux l'appeler la Fondation Maria Maxwell. Oliver leva les yeux de sa glace. Nommé d'après maman. Richard hocha la tête. Son travail mérite d'être poursuivi. Et j'ai demandé à Elena de contribuer à développer un programme de bourse pour les enfants défavorisés dans ce cadre. Éléanore parut sincèrement surprise. « Moi, je ne sais rien sur la gestion d'une fondation. »« Vous comprenez ce dont les gens ont vraiment besoin, » dit simplement Richard. « C'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Alors que la conversation se poursuivait, Lily remarqua qu'Oliver s'était tu. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « Crois-tu aux fantômes » répondit-il. Lily réfléchit sérieusement. Pas le genre effrayant des films, mais peut-être ceux qui restent avec nous à travers les souvenirs. Oliver hocha la tête, regardant la photo de sa mère, maintenant encadrée sur la table d'appoint. Je pense qu'elle serait heureuse maintenant que la vérité est sortie. Moi aussi, approuva Lily.
Plus tard, alors qu'Elena préparait Lily pour retourner dans leur nouvel appartement au-dessus du restaurant Bellamy. Oliver s'approcha avec détermination. « Viendras-tu pour le petit déjeuner demain ?» demanda-t-il à Lily. « Madame Peterson m'apprend à faire des crêpes allemandes. Elle dit que maman les adorait. »« Nous serions honorés, » répondit Elena, voyant l'espoir dans les yeux des deux enfants. Alors qu'ils se disaient au revoir, Harold les observa depuis l'embrasure de la porte, le visage vieilli et contemplatif. « Des tragédies naissent de nouveaux départs, » murmura-t-il à Richard. « Maria serait fière de son fils. »« Je vais être digne de lui, » jura Richard, « et de sa mémoire. » Oliver fit signe de la main, jusqu'à ce que la voiture d'Elena disparaisse dans l'allée, puis se tourna vers son père et son grand-père. « Pouvons-nous lire ensemble la lettre de maman ?» demanda-t-il. « Je pense que je suis prêt maintenant. » Alors qu'ils se retiraient vers la bibliothèque, l'étoile du soir apparut dans le ciel sombre un petit point de lumière, les guidant en avant. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir restait à écrire. Parfois, la justice arrive sous des formes inattendues. Parfois, des ponts se forment entre des mondes qui n'auraient jamais dû se connecter. Et parfois, chers lecteurs, les plus belles histoires émergent de la douleur la plus profonde, nous rappelant que même après les nuits les plus sombres, l'aube arrive toujours. Au final, ce n'était ni la richesse, ni le pouvoir qui avaient sauvé la situation, mais la compréhension, le courage, et le simple acte d'un enfant reconnaissant la supplique silencieuse d'un autre. Et n'est-ce pas, après tout, la monnaie la plus précieuse de toutes ?